Bienvenue à Laval en Mille et une cultures. Notre invitée à cette émission n'est plus à présenter, Ève Torres, candidate de Québec solidaire à Outremont, animatrice radio, aussi dernièrement commentatrice à la Joute. Mais pour nous, une Lavalloise d'abord, parce que Ève, vous êtes Lavalloise. Oui, Bonjour Ève Torres. Bonjour, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Ève, c'est sûr que tu fais souvent l'actualité, hein? Oui, des fois, malgré toi. Parfois malgré moi, c'est bien dit. C'est ça, mais tu es originaire de la France, de ce qu'on connaît. Tu es espagnole d'origine espagnole, au Québec depuis 20 ans aussi. Oui. Et tu fais l'actualité parce que tu portes le voile, puis tout le monde t'assimile à un certain courant islamique ou une gauche radicale. Oui, voilà, la gauche très radicale. Qu'est-ce que ça fait d'être cette Ève si médiatisée? Ben, je ne sais pas jusqu'à quel point médiatisée, mais c'est vrai, toujours pas toujours de la bonne façon ou comme on l'aimerait. C'est sûr qu'on aimerait voir mis de l'avant toutes les choses positives qui se font, toutes les constructions, toutes les implications depuis tant d'années qui ont porté fruit auprès de la population, mais dans les communautés elles-mêmes. Donc c'est ce côté-là qu'on aimerait voir. Mais je pense que notre contexte un petit peu sociopolitique depuis les 10 dernières années, même un peu plus tôt que ça, on va dire à partir de 2007, avec toute la question des accommodements raisonnables. Donc je pense que ça a mis dans un certain climat qui fait qu'on focus sur des choses souvent fausses, qu'on fait du sensationnalisme avec. Alors c'est ça. C'est pas toujours agréable parce que ça va avec son flot de haine, d'être sous la loupe de cette façon. Effectivement, oui, on le fait parce que il y a toujours cette envie de construire. On se dit tout le temps, oh zut, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore mieux pour que les gens soient plus à l'aise, nous connaissent mieux, pour construire. J'ai toujours cru tellement en ce fameux vivre ensemble, en me demandant quels seraient tous les moyens possibles pour le faire. Alors on parle d'encourager les femmes, c'est vrai, à s'impliquer dans la société, dans toutes les sphères, politiques, médiatiques, sur des conseils d'administration, mais aussi simplement par le bénévolat, parce qu'à l'époque, puis aujourd'hui encore j'y crois, je pense que c'est un excellent moyen de découvrir la société québécoise d'une part, de s'y familiariser, mais en même temps de faire en sorte que les gens aussi dans la société se réunissent pour une bonne cause, en mettant de côté toutes sortes de préjugés. Et en ces 20 ans au Québec, puis la vie avant le Québec en France, vous, Ève, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous d'essentiel, au-delà de l'apparence? Oui, j'aimerais tellement que, parce qu'on lit, comme je le disais tantôt, on reçoit beaucoup donc de messages négatifs de par notre contexte, mais aussi énormément de soutien. Donc j'aimerais qu'on voit, je sais pas, j'aimerais qu'on me croie, j'aimerais que les gens voient cette sincérité de travailler vraiment. Moi, ma passion depuis toujours, puis vous l'avez mentionné, même avant le Québec, je crois que toute ma vie était motivée par cette soif de justice sociale. J'aime les gens. Même pendant ma campagne, c'était le slogan « Remettre l'humain au cœur de nos préoccupations ». J'ai travaillé beaucoup auprès des personnes âgées, donc de nos aînés. C'était important pour moi, leur offrir, avec des jeunes de certaines communautés, leur offrir des fêtes de Noël, parce que les jeunes avec lesquels je travaillais ne fêtaient pas, donc on allait prendre soin de nos aînés, travailler auprès des itinérants, etc. Pour moi, c'est toujours travailler sur ces liens qui nous unissent, toujours chercher à mieux faire. Je pense que j'aimerais vraiment que ce soit ça qui soit retenu, que c'est fatigant de se retrouver dans la sphère publique et avoir sans arrêt des gens qui doutent de vos intentions, alors que vos actions et vos gestes depuis toutes ces années ont été centrés que sur ça. Les gens vous assimilent à votre voile, puis voient quelque part ont des peurs. Oui, en fait, je pense qu'avec tout ce focus médiatique, en fait, et politique,
cette utilisation qui est faite du foulard et de la femme musulmane en général, que ce soit pour des gains politiques ou autres, ou pour cacher peut-être d'autres problématiques liées à l'économie, à nos problèmes du système de santé, etc. Le fait de mettre l'emphase là-dessus, ça crée un clivage social. Et donc, effectivement, les gens doutent toujours de votre agenda. Hein. Si vous êtes impliqué, c'est peut-être une manière de prêcher. Il y a toujours un agenda caché. Si vous êtes en politique, voilà, il y a toujours quelque chose, il y a toujours ce doute. Je trouve ça dommage parce qu'à chaque fois que j'ai été en contact direct avec les gens ou que j'ai travaillé sur plusieurs projets, ça a toujours été fantastique. Donc, je pense que nos médias et nos politiques aujourd'hui devraient faire le travail inverse, c'est-à-dire vraiment mettre le focus sur toutes les belles choses qui se font par beaucoup de monde à travers le Québec. Et c'est pour ça que vous avez choisi Québec solidaire. Êtes-vous indépendantiste ou c'est plus l'aspect social-démocrate? J'ai travaillé sur mon côté indépendantiste. Je ne suis pas indépendantiste de naissance. En fait, j'avais énormément d'amis issus des milieux maghrébins, latinos, qui étaient souverainistes avec le Parti québécois avant la charte. Et moi, je m'interrogeais parce que justement, avec cette fameuse charte des valeurs, beaucoup de gens ont perdu on va dire leur foi en cette indépendance du Québec. Moi, j'y ai travaillé. C'est une idée qui m'a plu par le biais de Québec solidaire, justement. Mais c'est surtout son programme. Pour moi, la justice sociale, tout le côté de l'inclusion, mais la véritable inclusion, c'est-à-dire celle où les personnes issues de communautés sont partie prenante et font partie de la construction du Québec. Pas simplement ce qu'on appelle l'inclusion, mais qui est en fait de l'intégration, où on dit aux gens « oh ben, venez puis faites ce qu'on vous dit ». Non, où vraiment tout le monde construirait le Québec. C'est dans cette vision-là, évidemment, il y avait tout l'aspect où je me retrouve de justice sociale, de prendre soin des personnes qui sont plus marginalisées, l'environnement, l'éducation, la santé. Je me suis beaucoup retrouvée dans le programme humain de Québec solidaire. Étiez-vous voilée avant de venir au Québec? Non. Vous l'avez pris ici, le voile? Oui, c'est ça. C'est fou. Mais moi, j'ai choisi l'islam en France il y a des années, en 98. D'accord. Et c'est une évolution tout à fait personnelle. Et le choix de porter le foulard à un moment donné dans ma vie, c'était ici. Moi, j'ai quitté la France. J'ai toujours trouvé, quand j'étais ado, je venais en vacances à Brossard, chez mon cousin. Donc, je passais mes vacances aussi. Et j'étais en amour avec le Québec. Il y avait, par rapport à la France, un climat social tellement plus simple. J'aimais les gens étaient chaleureux, sont encore chaleureux, parce que des fois, il y a des ambiguïtés par rapport à la perception que les gens ont. Mais non, je me suis sentie bien ici. Et je pense que c'est le fait de me sentir bien où je me suis permis d'évoluer dans ma foi et d'y aller en fonction de mes compréhensions de la religion, mais pas seulement de ça. Vraiment un choix très personnel. Et j'étais loin de me douter que ce choix personnel-là, et qui n'est pas uniquement lié à une religion, qui est plus lié à une façon dont je me sens bien, par un parcours de vie qui n'a pas toujours été drôle, comme beaucoup de femmes. Et je ne me doutais pas que ça allait plus être un choix qui m'appartenait et qui allait faire autant de polémiques dans la société. Oui. Parlant de votre vie, on le sait maintenant que vous êtes en amour avec un candidat de Québec solidaire. Vous avez fait du speed dating électoral, c'est tout ça? C'est pas comme ça, c'est bien plus beau et plus romantique. OK. On va mettre du romantisme là-dedans. Alors, vous êtes en amour, il est chrétien. Oui. Vous êtes musulmane, voilée. Ça fait jaser. Ça fait jaser. De tous les côtés. Est-ce que ça fait des étincelles, l'entourage autour? Comment vous le vivez? On a été quand même pas mal discret pendant un bout et pas en lien avec nos différences de foi. Je pense, où on s'est retrouvés justement, c'est par cette foi commune. On ne met pas l'emphase chacun de nous sur son dogme. On a ce qui est bien et ce qu'on apprécie l'un de l'autre, c'est qu'aussi on a cette foi qui est important pour nous. Et puis, je pense que chacun se respecte là-dedans. Donc ça, c'est très important. Effectivement, il y a des gens d'un côté comme de l'autre qui s'interrogent, qui se questionnent. Puis, les femmes musulmanes doivent pas se marier avec des chrétiens. Oui, voilà. C'est beaucoup. Et puis,
Ben, écoutez, moi je me dis, chacun doit fonctionner dans la vie en fonction de ce qui semble le mieux pour lui ou pour elle. Je pense que ça, c'est très important. Et puis, les sociétés bougent, les sociétés évoluent, les comportements des gens changent. Puis je pense que ce qui est crucial, surtout, c'est que les gens soient heureux et bien ensemble. Puis je pense qu'aussi, c'est un peu le reflet, je l'ai déjà dit quelque part, mais c'est le reflet de notre société aussi aujourd'hui. Les couples mixtes, que ce soit de foi, que ce soit de cultures différentes, il y en a beaucoup. C'est ça dans nos sociétés aujourd'hui. C'est ce genre de rencontres que génèrent les gens qui viennent d'un petit peu partout. Donc, l'essentiel, je pense, c'est d'être heureux. Nous, on le vit très bien. Puis je pense qu'en voyant la manière dont on le vit, les gens autour de nous vont l'accepter. Ben oui. C'est ça. On va parler de la loi 21. Tu es sûr que tu n'y échapperas pas en répondant à l'invitation. Tu savais que tu allais parler de la loi 21, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu penses de cette loi-là? Et toi, comme membre de Québec solidaire, mais aussi comme femme musulmane qui porte un symbole dit religieux? Mais j'ai toujours été, depuis la charte et même depuis qu'on a commencé à parler de ça, donc en 2007, avec la fausse problématique des accommodements raisonnables, puisqu'en fait c'est de ça dont il s'agit, toute cette construction donc politique. Moi, je me suis toujours opposée à ce genre de restrictions de loi, parce que pour moi, les libertés fondamentales. On a des chartes, la charte québécoise notamment, qui protège ce genre de liberté-là. Et je pense que c'est dangereux, dans une société, d'ouvrir la porte à ce genre de restrictions. Qu'il s'agisse de groupes religieux, de minorités religieuses aujourd'hui, ou peut-être d'autres groupes par la suite, on ne sait jamais quand on ouvre une porte en modifiant nos chartes. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On a entendu les conservateurs en Alberta parler d'interdire l'enseignement à des personnes homosexuelles. Je veux dire, en fait, c'est tout ça qui m'inquiète au-delà de moi comme personne musulmane. Donc, c'est l'ouverture que l'on fait à la restriction des droits. Maintenant, je pense qu'il y a un focus depuis plusieurs années. Personnellement, je ne crois pas que ça s'arrêtera là. Monsieur Legault, avec son projet de loi, oui, vient chercher donc aussi les enseignantes, mais il va plus loin que les propositions de Bouchard-Taylor, qui étaient les policières, les juges et les gardiennes de prison. Il va jusqu'aux enseignantes. Et moi, je suis convaincue qu'il ira plus loin que ça. D'abord, ce sont des discussions qui ont lieu dans les milieux politiques. On ne peut pas favoriser ou vouloir une société juste et équitable en discriminant une partie ou en sacrifiant une partie. Puis je pense en sacrifiant une minorité, et en plus je pense qu'il y a confusion sur ce qui est la laïcité versus les personnes qui portent un signe religieux. La laïcité, depuis les années 70, donc une fois qu'on est sorti de la Révolution tranquille, ça s'est entamé tranquillement. On est dans ce processus-là, on s'est détaché, l'Église et l'État ont été séparés. Il y a encore du travail à faire. Le financement des écoles religieuses, par exemple, qui pourrait être une autre avancée dans ce processus de volonté de laïcité de séparer. Sauf que là, il y a confusion et on va cibler une partie de la population, des gens qui vont perdre leur emploi, qui travaillent depuis des années, qui gagnent leur vie, qui s'occupent de nos enfants. Non, je pense que pour moi, dans nos sociétés aujourd'hui, c'est inacceptable. Ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin et il y a encore une fois vraiment confusion. Et en plus, ce n'est pas accompagné de pédagogie. Monsieur Legault ne tient pas compte des répercussions sur la société. Les gens ont une mauvaise compréhension. Ceux qui veulent la laïcité aussi confondent. Par exemple, on associe le retrait du crucifix à une demande des personnes, des communautés culturelles ou des minorités religieuses, alors qu'il n'en est rien. D'accord. Donc, on le sait en plus que ça va retomber sur nous, ce genre de, ce genre de retrait-là. Il y a des confusions et je pense que oui, ça va trop loin. La santé, quelqu'un disait, je pense que c'est Patrick Lagacé de la presse qui a dit à plusieurs reprises, on mesure la santé d'une nation à la manière dont il a la capacité de s'occuper de ses minorités. Et puis, je trouve que
c'est un recul pour les libertés fondamentales. Ève, pensez-vous que le projet de loi va passer? Ah ben, il va le faire passer, on souhaiterait que non, mais en utilisant la clause de non-obstance et ça, en utilisant le bâillon pour empêcher toutes les discussions, certainement qu'il arrivera à le faire passer. Il va y avoir des contestations, il y a des tas de contestations juridiques qui sont en cours, sur lesquelles les juristes travaillent, plusieurs angles, et puis certainement que les contestations ne se limiteront pas à ce qui peut être fait au Québec. Ça pourra même aller plus loin que ça, donc c'est à suivre. D'accord. Et mettons qu'elle soit adoptée, cette loi, en juin ou pendant l'automne, et que toi, un cas hypothétique, tu aspirais à être en position de pouvoir. Est-ce que tu retirerais ton foulard? Tu appliquerais ce projet de loi? Par exemple, le retrait du foulard s'applique aussi à la présidence et à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, au cas un ou une députée qui porte un signe religieux serait élue. Non, je ne l'enlèverai pas. Je veux dire... et beaucoup de gens le feront et ils disent vous choisissez votre foi plutôt qu'une job. Je pense que c'est limiter le raisonnement. Des gens sont ici, travaillent, s'impliquent dans la société, fonctionnent très bien au Québec depuis longtemps de cette façon-là, en étant qui ils sont. Donc le gouvernement, comme il ne peut pas imposer une façon de voir, une façon de vivre la laïcité qui brime ces droits-là, je pense qu'on est en dehors des zones vraiment des libertés fondamentales. Est-ce qu'on en finira un jour avec ce débat sur les symboles religieux? Est-ce que ce n'est pas aussi le souci des Québécois qui ne veulent plus voir de religion du tout, puis qu'on ne parle plus de religion? C'est vrai, moi je comprends tout à fait de par l'historique au Québec, mais il y a une réflexion qui s'entend maintenant dans les lignes ouvertes. J'écoute beaucoup les lignes ouvertes pour avoir le pouls des gens. Il y a une réflexion qui s'amorce. Évidemment, c'est normal qu'on ait rejeté la religion au Québec. Elle rentrait dans vos maisons, elle vous disait quoi faire. Donc, c'est ça qu'on a rejeté. C'est cette séparation-là des pouvoirs et de l'État. En tout cas, merci Ève d'être venue répondre à notre invitation puis partager avec nous. Merci à vous. Dans la seconde partie de l'émission Laval en Mille et une cultures, nous sommes au centre québéco-syrien pour l'exposition Québec La Toile Blanche avec Rabab. Bonjour Rabab. Bonjour Hadi. Voilà, une belle matinée aujourd'hui d'exposition. Rabab, vous êtes la présidente du centre québéco-syrien. Centre culturel québéco-syrien, oui. D'accord. Et vous êtes syrienne, c'est ça? Oui. D'accord. Vous êtes au Québec depuis quand? Je suis arrivée ici en 2014, en février, comme immigrant normal. D'accord. Comme immigrant, pas comme réfugié? Non, immigrant, parce que moi, j'ai fait mon déclaration en 2008 et je suis arrivée ici en 2014. D'accord. Puis, vous avez choisi le Québec pour immigrer ou vous étiez là pour les études? Comment ça s'est fait que vous soyez au Québec? J'ai choisi Québec parce que mon frère, elle était ici avant moi, de 2007. Elle était ici et lui qui m'a demandé « Allez, vas-y, viens, Québec, c'est très bien, Québec pour les enfants, pour l'avenir, comme ça. » Puis, on va remonter un peu dans le passé. Quand vous êtes venu au Québec en 2014, comment ça s'est passé vos premières journées au Québec? Première journée, c'était très difficile, la première fois. J'ai ressenti deux sentiments. J'étais très, très contente parce que Canada, mon rêve, et j'ai réalisé cet rêve. Mais j'étais frustrée, inquiète parce que j'étais surprise de la quantité de neige. Je dis, oh, c'est quoi ça? Mais ça s'est passé. D'accord. Un choc thermique d'abord, hein, avant le choc. Oui, premier mois, je dis c'est difficile la vie ici, mais après j'ai habitué. Puis pour le français? Difficile. Les premiers obstacles ici, c'est la langue française, oui. Mais j'aime beaucoup le français. J'ai travaillé, j'ai étudié pour parler français un peu. Et vous avez créé le Centre culturel québéco-syrien. En quelle année et pourquoi avoir ressenti ce besoin? Notre centre bébé, on a commencé en 2018
en juillet. Et commencé, mais non, commencé vite. On a fait beaucoup d'activités. Mais les activités, je fais les activités c'est de mon besoin. C'est quoi les besoins de les Syriens? C'est ça. Mais quand vous parlez des besoins, quel besoin vous a poussé à créer ce centre-là? Pourquoi un centre culturel? Et puis pourquoi le lien québéco-syrien? C'était quoi l'objectif? Parce que nous avons besoin beaucoup d'intégrer dans les sociétés ici. Mais nous avons besoin de quelque chose de réserver notre culture. Pour ça, j'ai mélangé entre les cultures québécoises et les cultures syriennes. C'est rassembler les deux. Rabat, au niveau du centre québéco-syrien, qu'est-ce que vous faites comme activité? Est-ce que c'est juste culturel? Non, il y a beaucoup d'activités sans les culturelles. Comme on a fait chaque mois atelier pour expliquer la vie ici, les impôts, les études, le travail, beaucoup de choses chaque mois. Il y a les conversations français, c'est petit atelier pour soutenir la promotion du français ici. Il y a les personnes âgées, on a fait beaucoup d'activités pour les personnes âgées, mais arabes. Oui. Améliorer la vie ici pour les communautés syriennes. On a fait aide-devoir, on a fait atelier pour les citoyennetés, l'examen, préparation des examens de citoyenneté. C'est très important pour les Syriens ici parce que la langue est très difficile et tous les Syriens ont besoin d'expliquer les livres, expliquer les questions, quelque chose comme ça toujours. Et beaucoup des activités, chaque mois, chaque semaine, il y a beaucoup d'activités. Donc on parle d'une activité, au moins d'une activité par mois là. Oui. Aujourd'hui, votre activité s'appelle Québec la toile blanche. Un beau nom, mais qu'est-ce qui motive le nom? Nous choisissons les noms, moi et mon amie, elle s'appelle Dima, elle est qui est responsable ici. Elle m'a dit, Rabab, on va dire quelque chose, on va réfléchir, mais moi, je sens Québec comme un grand cadre blanc. Et nous qui traçons notre culture, ce tableau, on a fait l'amour, la paix, les joies, tout ça, on a mis sur cette table. Et je pense que Québec ressemble à notre culture et ressemble à nous, la même chose, toutes. D'accord. Donc vous voyez une ressemblance entre la culture québécoise et la culture syrienne. Et quel genre de ressemblance? On a ressemblé les deux comme parallèles. On a réservé notre culture, mais on a intégré à la société ici, mais à notre culture. C'est le plus important. Donc pour vous, le Québec est une toile où vous avez votre partition à jouer. Vous venez rajouter de la couleur sur le Québec. J'ai dit l'artiste ici comme un bouquet de fleurs qui traçait son amour, son tableau, son couleur, tout ça. Okay. Quels sont les artistes aujourd'hui que vous avez dans l'exposition? La majorité syrienne, il y a une palestinienne. Nous faisons l'exposition pour les Syriens et l'arabe. S'il y a un arabe, peut joindre, c'est pas grave. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'on peut nous dire des noms d'artistes? Connaissez-vous les artistes qui sont là? Oui, on a les responsables avec moi, c'est Dima Nasreddin. Il a Amal Sarhan, il a Hala Bitar, Amal Shafi'i, Louloua Ramadan, Salma Kawakibi. Je ne sais pas si j'ai oublié, mais je pense que c'est Et il y a un musicien qui va jouer sur les oud, c'est un instrument arabe, et elle va chanter à 2h, 4h. À vous entendre parler, je retiens des noms féminins, hein? Est-ce que c'est majoritairement des artistes femmes? Oui. Est-ce que c'est eux? Non, il y a merci, il y a Ala Ouakkad ici, un homme. C'est un homme avec nous, oui. D'accord. Est-ce que c'est un choix ou est-ce qu'il se fait que naturellement les femmes sont artistes? Non, c'est moi j'ai invité les artistes sur le Facebook et sur le WhatsApp. J'ai créé un petit groupe et j'ai dit chaque personne elle aime participer avec moi, viens. Et
Le hasard a fait que... Non, 5 femmes, 6 femmes et 2 hommes. Est-ce que vous avez d'autres projets avec le Centre québéco-syrien? Il y a beaucoup de projets, mais c'est un petit secret. Mais oui, je vais travailler sur les familles syriennes, les pères, les mères, les enfants. Il y a beaucoup de... On a préparé pour les chorales syriennes, et on va participer à la fête de quartier ici à Parc Saint-Martin. On va faire quelque chose de très exposition. En tout cas, merci beaucoup, Rabah. Merci à toi, merci à vous, merci beaucoup. لاكتب على المفاهيم الله يعين اللي مفاهم. Toujours dans le cadre de l'exposition Québec La Toile Blanche, nous sommes avec une artiste peintre d'origine palestinienne, Louloua. Bonjour Louloua. Oui, bonjour. Vous avez de belles œuvres, Louloua. Vous êtes au Québec depuis combien de temps? Puis vous peignez depuis quand? 3 ans. 3 ans. Je travaille ici comme professeur arabe pour les élèves qui ne parlent arabe, aussi les élèves secondaires. Donc aussi j'étudie dans la McGill Université pour continuer le master d'éducation psychologie là-bas. Donc, j'utilise ici beaucoup l'anglais, mais j'aime beaucoup le français parce que j'ai terminé mon 2 masters là-bas. En France? En France, oui. Littérature arabe. J'ai terminé la littérature arabe moderne. Donc à Lyon. Donc oui, j'aime beaucoup l'étude, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup de choses. Vous êtes une artiste dans l'âme. Parlons maintenant de vos toiles. Nous avons ici une toile qui s'appelle La femme palestinienne. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer? Parce qu'il y a comme le femme, comme il est un peu triste. Qu'est-ce que passé là-bas? Aussi les fleurs palestiniennes, le olive branche. Aussi, oui, c'est comme, je pense, c'est réalisme. Je pense, je ne sais pas quel, parce que it's my hobby. Juste hobby. Je n'ai pas professionnel dans la art domaine, mais toujours hobby. Yeah. Donc vous, c'est votre vision de la femme palestinienne, triste, mais... La mère de palestinienne, surtout Gaza. Oui, donc beaucoup de... cheveux. Oui, de longs cheveux, de longs cils, comme on voit la femme arabe en général. Exactement. On termine avec l'espoir. Est-ce que c'est un espoir que les choses aillent mieux aussi en Palestine pour vous? Oui, bien sûr, toujours Palestine dans ma tête. Ici, dans cet tableau, la vase d'espoir. Donc, toujours il y a espoir dans ma vie. Donc, pour nous et pour les Israéliens aussi. Beaucoup de nations to be together in one state, in one État. L'espoir de vivre ensemble. Mon rêve aussi. Espoir et rêve, je pense, toujours mélange. Yeah. Il y a un jour la paix, puis que les peuples vivent ensemble. Exactement, tout à fait, oui. Merci beaucoup, Louloua. Merci à vous. Merci donc au Centre québéco-syrien de nous avoir accueillis dans le cadre de cette exposition La Québec, la toile blanche. Merci à Rabah, présidente du centre, puis qui a initié le projet, puis à l'artiste Louloua d'origine palestinienne que nous avons eu le plaisir d'interviewer. Merci à vous qui nous suivez à la maison, puis on vous dit à la semaine prochaine.